messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, la vie de retraite est le plus souvent un moment d'introspection, d'interrogation et de réflexion, mais jamais, en tout cas pour une personne engagée, un motif de désengagement. C'est sans doute ce qui a poussé M. Ndongo Fall Derisso à réfléchir sur des questions de notre époque. Monsieur Derisso, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez écrit un ouvrage concernant de façon beaucoup plus large l'immigration, mais qui touche encore beaucoup de thèmes. Rêve d'ailleurs au-delà des mers. Qu'est-ce qui a motivé votre souci d'écriture? En vérité, pour répondre à votre question, mon souci date d'assez longtemps. Je vous assure, j'écris depuis assez longtemps sur Facebook et même bien avant. Déjà, quand j'étais à l'école, il m'arrivait d'écrire. J'écrivais beaucoup parce que j'aimais la littérature. Ça va vous paraître bizarre, mais je fais un cursus technique. Exact. Ça ne m'a pas empêché de continuer d'aimer la littérature. Le souci qui m'animait, c'était de raconter une histoire, l'histoire de Niokor que je n'ai pas vécue. Ce n'est pas une autobiographie. Exact. Mais c'est une histoire que j'ai en tête depuis longtemps pour avoir vu quelques jeunes garçons qui ont vécu la même histoire que Niokor. Et même j'ai dit quelque part que Niokor, je l'ai vu. Je l'ai vu évoluer ici même. Après son retour quelque peu rocambolesque, je crois que je l'ai dit dans le livre. En effet. Et je l'ai vu évoluer ici. Donc j'ai eu envie de raconter cette histoire. Évidemment, un roman, c'est toujours prendre des libertés sur et l'histoire, et les personnages, les lieux, les sites d'évolution. Mais tout ça pour trouver moyen d'y insérer, disons, la trame de fond qui m'a toujours animé et qui est l'éducation et la spiritualité et le besoin religieux qui m'a toujours animé et qui anime nombre d'entre nous et qui refait surface dès qu'on est à l'âge de retraite et qu'on a le temps de mieux réfléchir sur les questions de la vie. C'est donc en tant qu'observateur de la société que j'ai pensé qu'il était temps que cette histoire-là, je la raconte. Votre premier chapitre parle de la tribulation de Marginal. Aujourd'hui, quand on, en tout cas, fait une certaine comparaison avec la jeunesse sénégalaise, en particulier africaine en général, nous sentons un certain comportement de Marginal chez les jeunes. Selon vous, qu'est-ce qu'il explique? C'est difficile de l'expliquer. En fait, on pense que le marginal, c'est quelqu'un qui a perdu ses repères par rapport à lui-même, par rapport à sa famille et par rapport à la société. En réalité, c'est ça le marginal. Lui-même, il se rebelle contre lui-même et contre sa société qu'il juge ne pas comprendre sa situation à lui. Exact. Et c'est ça qui pousse la jeunesse à se révolter, à se rebeller. Se révolter, c'est peut-être un peu trop, mais à se rebeller contre ce qui lui impose un modèle de comportement qui certainement ne lui convient pas. Exact. Mais comme on est en société, le jeune, l'individu, c'est pas seulement le jeune, mais l'individu n'accepte pas très facilement la conformité. C'est-à-dire la conformation aux règles établies dans une société qui, à la fin, lui semble, disons, incarner une forme de restriction, de contrainte sociale. Et là,
il réagit en conséquence et il se révolte. Mais le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte que c'est cette société-là qui le pousse à la rébellion, à la marginalisation, parce qu'il refuse de se conformer au dictat d'une société qu'il juge lui-même non conforme à ses aspirations. Est-ce que tout cela n'explique pas peut-être un refus, peut-être fait par consentement, sans véritablement se poser des questions et s'interroger? N'est-il pas temps que l'on fasse une certaine autopsie de notre société pour qu'on puisse trouver réellement ce qui pousse certains à avoir ce genre de comportement et voir la responsabilité de la société elle-même sur le comportement de ces gens-là? Vous avez parfaitement raison. Vous parlez d'autopsie. Et c'est toute la population, toute génération confondue, qui doit faire cette autopsie-là. C'est-à-dire arriver à une forme d'autocritique consensuelle. Il faudrait que les gens arrivent à se remettre en question et se dire, mais en réalité, nous, de quel droit avons-nous à imposer telle ou telle règle? Et ces règles-là, cette société-là ne se les impose pas elle-même. Parce que chaque génération, disons, a un comportement qui sied à ses besoins, à ses envies. Mais quand il s'agit des autres, c'est-à-dire la jeune génération par exemple, on leur dénie ce droit-là. Et c'est ce qui mène, disons, à une forme de dictature de l'âge. Dans notre société, nous vivons une sorte de dictature de l'âge. On dit souvent, communément, que l'adulte, le vieux, a tous les droits. Et le jeune garçon, l'adolescent, n'a aucun droit face à l'adulte. À quel titre? Parce que c'est nous qui avons construit cette mentalité-là. C'est difficile à dire. Beaucoup de gens ne le comprendraient pas et ne l'accepteraient pas. Et parce que cette dictature-là est un carcan qui pèse sur la jeune génération qui ne l'accepte pas actuellement. Dès l'instant qu'il acquiert une certaine instruction, il se dit, mais moi j'en sais autant que lui, sinon plus. Pourquoi veut-il m'imposer sa façon de voir la vie, sa façon de considérer la vie? Mais c'est fonction de chaque société. En Afrique, on dit communément que le vieillard est dépositaire du savoir. En effet. C'est ce qu'on dit souvent. Et c'est pour ça qu'on exige dans notre société, pour que tout rentre dans l'ordre, qu'on respecte la personne âgée, qu'on lui voue même une certaine adoration, pour dire. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui ce qui s'explique que les jeunes non seulement commencent à désavouer cette règle déjà établie, pour d'une part monter au créneau pour avoir voix au chapitre, mais également pour dire que nous aussi, non seulement nous en faisons partie, mais il s'agit de notre époque. Oui. En disant il s'agit de notre époque, c'est-à-dire donc l'époque moderne, dans l'acception du jeune, mais en réalité ça pose la question fondamentale de ce qui est la modernité. Mais qu'est-ce que la modernité? Parce que à notre époque, quand moi j'étais jeune garçon, je jugeais que je suis plus moderne que mon père. En effet. Lui aussi, il a jugé qu'il était plus moderne que son père et son grand-père, ainsi de suite. Et ça pose la question de cette fameuse modernité-là. Et c'est ce que ces jeunes-là disent actuellement. Et ce n'est pas en Afrique seulement, ce n'est pas au Sénégal seulement, ce n'est pas en Afrique seulement. En Occident aussi, c'est pareil. Exact. Les jeunes boudent, disons, les conditions dans lesquelles ils sont enfermés. Parce que pour le jeune occidental, c'est un enfermement. Mais nous, chez nous ici, c'est une question de morale sociale. Parce que nous croyons en une religion qui nous dit
jox leen cër mag ñi. Du dëgg. Effectivement. Et en nous-mêmes, nous l'acceptons. Nous disons, c'est vrai pourtant. Celui-là, c'est mon père. Il en sait plus que moi. Il a vécu plus que moi. Exact. Il a vu des choses que moi, je n'ai jamais vues et que peut-être je ne verrai même plus. Parce que les circonstances changent avec le temps. Et il se dit, mais il ne faut pas que je nie la structure sociale dans laquelle je grandis et j'évolue. Mais il faudrait que je montre aux adultes que j'ai quand même quelque chose à dire. Du fait de mon instruction. Et le plus terrible, c'est que le jeune, il pense que c'est le seul à être instruit. Dès l'instant qu'il est nourri d'informatique, avant ça, de marxisme, de léninisme, et de maoïsme, et tout ce que vous voulez, on en a même porté des insignes de reconnaissance. Che Guevara, exactement. Fidel Castro. En effet. Et certains même ont arboré des portraits de Lénine, mais pour les prendre comme modèle. Et ça, c'est une dérive intellectuelle, parce que c'est une hérésie. Les modèles que le jeune garçon magnifie, mais il lui suffit de regarder autour de lui, à côté de lui, il verra des personnes beaucoup plus... Je ne dirais pas cultivé, parce que ce n'est pas la même culture. Exactement. Ce n'est pas du tout la même culture. Donc, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent, je dirais, à cause de notre culture à nous. Parce que nous avons une culture qui date de bien avant la révolution de 1789. Effectivement. Ça, on ne le dit pas souvent. Nous, on a connu une révolution sociale bien avant 1789. Mais il y a la révolution de 1766 avec Thierno Souleymane Baal. Thierno Souleymane Baal. Ça, il faudrait qu'on réapprenne tout ça à la jeune génération. Exact. Pour les ramener à la raison, je dirais. Pas la raison en tant que dérive mentale, non, non. Mais la raison discursive qui permet à l'individu de réfléchir et de discuter sur sa propre condition par rapport à la société dans laquelle... Est-ce que nous ne retournons pas au légendaire conflit de génération finalement? Il a toujours existé ce conflit de génération. Depuis toujours, depuis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours eu ce conflit de génération. Exact. Même lui, il a eu des problèmes avec ses congénères. Parce qu'il a apporté une certaine rupture. Voilà. Face à un existant, un statu quo. Voilà, parce qu'il a amené un message inconnu de tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé toute l'historiographie du monde dans lequel il a vécu. Il a rappelé l'histoire des prophètes. 124 000 prophètes, c'est pas rien. Hein? Exact. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés dans chaque peuple. En chaque peuple où il y avait des conflits, des problèmes moraux, des problèmes sociaux, même en Égypte. Et en Éthiopie aussi, parce que c'est pas pour rien que le prophète a envoyé Jafar en Éthiopie. Exact. Au moment où il avait des problèmes avec ses propres parents. Donc c'est un conflit de génération. Ils ont dit, oui, mais ce garçon-là, qui est né devant nous avec des parents qui sont comme nous, qui ont vécu dans la Jahiliya. Comme nous. Comme nous. Ils ont vécu dans la Jahiliya. Mais pourquoi il nous amène ce message-là? Qu'est-ce qu'il veut? De l'argent? Ou est-ce qu'il veut de la notoriété? On lui donne tout, mais qu'il arrête de nous perturber avec... Il dérange tout. Exact. Il dérange nos habitudes, nos us et coutumes, etc. Et ça, des gens comme Abu Jahil lui ont reproché, lui en ont voulu. Abu Sufyan et tous lui en ont voulu. Parce qu'il a perturbé une société. C'est ce qui fait que, de fil en aiguille, dans toutes les sociétés, que ce soit à Moscou, en Russie, en Chine ou autre, cette même trame de fond, cette
situation conflictuelle, qui est, comme vous dites, un conflit de génération, a toujours existé et ça arrive toujours, ça arrivera tout le temps et c'est pas fini. Nous voyons toutefois, en dépit de tout cela, d'autres conséquences, en tout cas d'autres raisons qui poussent peut-être les jeunes non seulement à se rebeller, mais à partir. Voilà. En prenant des voies, peut-être pas les voies les bien recommandées, mais peut-être même les voies interdites. Émigrent, quittent leur terroir pour aller à la rencontre du monde, à la rencontre de l'autre. N'y a-t-il pas, au-delà de ces raisons évoquées, n'y a-t-il pas des raisons économiques? Il y a une vraie raison qui, au départ, les désigne comme candidats à l'immigration, c'est-à-dire à aller voir ailleurs. C'est parce que dans leur propre territoire, ces jeunes-là ne signifient plus grand-chose. Pourquoi? On leur dénie quelque chose. Le droit de signifier, d'exister. C'est exactement ça. On leur a dénié le droit de signifier, d'exister. Et ça, c'est une catastrophe culturelle, spirituelle et intellectuelle. Et c'est très grave parce que vous braquez un jeune adolescent contre vous. Et ça, c'est parti des parents eux-mêmes. Dans le cocon familial, quand le garçon il fait ses études, il rate ses études, ou bien même s'il réussit à ses études, il ne trouve pas de travail, il devient une charge pour sa famille. Exact. Pourtant, ses parents ne le rejettent pas. C'est dans notre culture. Nous gardons notre enfant, même s'il ne gagne pas sa vie. Mais à la longue, le garçon, il se dit, au fond, moi, qu'est-ce que je fais ici? On me nourrit, on me loge, on s'occupe de moi, et je deviens un parasite. Et quand il veut parler, on lui dit, hey, toi, tu te tais parce que tu n'as pas la voix au chapitre, tu n'as pas le droit de parler. Exact. Et il se dit, tiens, voilà ce que je suis donc. Je suis en réalité un paria, parce que je semble inutile aux autres. Et là, il se dit, bon, il faut que je trouve une solution. Il faut que je parte d'ici pour me reconstruire une autre personnalité ailleurs que chez moi. Il y en a qui ne sortent pas du pays, ils quittent leur cocon familial, ils vont s'installer soit à Thiès, soit à Dakar. Mais là aussi, c'est un autre problème que ça pose. Parce que vous, moi, Senghane et tous les autres, mais nos propres parents ont quitté leur terroir. Ils ont abandonné, enfin, abandonné peut-être c'est trop dire, mais ils ont quitté la maison familiale pour aller s'installer. Qui à Thiès, qui à Saint-Louis, qui à Dakar, etc., pour aller chercher la possibilité d'exister pour un autre devenir. Nous sommes d'accord. Exact. Mais celui qui ne peut pas faire ça, rester au pays et travailler, faire ce que font les autres, c'est-à-dire trimer comme un badaud dans le port de Dakar, tiens, comme Baymor. Exact. Au marché Sandaga, vous voyez beaucoup de diplômés qui sont à Sandaga, des diplômés qui sont à Sandaga et qui sont dans les cantines. Parce qu'au départ, nous avons une mentalité d'exister. Si on n'est pas fonctionnaire, on n'existe pas. Et ça, c'était une forme de paralysie intellectuelle. On a toujours voulu être des fonctionnaires parce que c'est ça qu'on nous a insufflé, qu'on nous a mis dans la tête. Vous n'existez pas si vous n'êtes pas fonctionnaire. Alors qu'il y a d'autres moyens de gagner sa vie honnêtement et sérieusement et n'avoir rien à envier aux fonctionnaires qui, soit dit entre nous, ne gagnent pas des masses. Exact. Nous le savons tous. Alors, le gosse, pour ne pas se voir tout le temps critiquer, fustiger son attitude, on dit oui, il dort tout le temps, il demande etc. Bon. Mais il préfère s'en aller. Il prend des chemins détournés avec des risques énormes, et il s'en va. Où est-ce qu'il doit aller? En Europe. Il n'y a pas d'autre destination. Soit il va en Côte d'Ivoire ou ailleurs, mais au bout, ce qu'il veut, c'est aller en Europe.
Soit il veut être footballeur parce qu'il a quelques talents, soit il veut être artiste ou musicien. Il est à la quête de satisfaction. Très bien, voilà. Il est en quête d'une autre personnalité. Il est en quête d'une autre personnalité. Exact. Qu'il a perdu chez lui. Alors, le jeune homme qui quitte chez lui trouve des voies et moyens peut-être pas du tout recommandés pour aller à la rencontre de l'autre dans un autre pays, en Occident, peut-être. Là également, il voit une autre culture. Il voit d'autres réalités. Il voit d'autres identités, d'autres personnalités. Mais il y trouve quelque chose peut-être qu'il a toujours cherché, sa liberté. D'exister. D'exister. Est-ce que là également, ce n'est pas peut-être ce qui pour certains, non seulement à y aller, mais également à y rester? À y aller, courir tous les risques, de dormir sous les ponts, de dormir sous des tentes, de dormir dans la rue, de tendre la main, ce qu'il n'a jamais voulu faire ici. Exact. On l'a vécu. Là-bas, il n'y a pas de cette pesanteur sociale qui peut-être existe. Et ceux qui vont en Espagne cueillir des fruits et légumes, ils peuvent le faire ici. Mais malheureusement, ici, ils n'existeront pas. Ils seront considérés comme des ouvriers agricoles, de banals ouvriers agricoles, qui n'ont aucune dignité, aucune personnalité. Alors qu'il n'y a pas de son métier. Alors que ça repose le problème de la dignité. La hiérarchisation sociale. Il n'y a pas d'étiquette sociale en voilà, réalité. Il n'y en a pas. Et c'est ce qui pousse garçons et filles, des femmes adultes, des femmes mariées qui s'expatrient pour aller gagner leur vie ailleurs dans l'anonymat. Et c'est cet anonymat-là qui devient une pesanteur, une véritable pesanteur. Parce que vous tombez dans une culture que vous ne connaissiez que à travers les livres. Pour ceux qui ont fait un cursus scolaire. Mais les autres qui entrent dans les bateaux ou les pirogues, ils débarquent en Occident et ils n'avaient pas cette culture-là. Exact. Ils arrivent, c'est pour se débrouiller. Et c'est cette débrouille-là, ils comptent sur cette débrouille pour se construire une personnalité. Si tant est que ceux qu'ils trouvent là-bas lui font place. Ce qui est très, très aléatoire. Exact. Surtout à notre époque. Surtout à cette époque-là. Vous gênez, vous arrivez là-bas, vous dérangez tout le monde. Vous dérangez, parce qu'ils se disent, mais ils n'ont qu'à rester chez eux, qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Et ça, on entend ça tout le temps, tout le temps. Et les pires, c'est les racistes. Vous rencontrez le racisme dans sa pire, comment on dit, dans sa pire acception. Le raciste qui était le crash à la figure. Avant, quand on y allait, ils avaient la décence de ne pas vous le cracher à la figure. Mais maintenant, ils n'hésitent pas à vous cracher à la figure leur racisme. Et qui vous ramène en réalité à ce malaise social qui vous a fait partir. Finalement, lorsque ce racisme, ce sentiment de ne pas être chez soi, si vous avez ce sentiment, souvent, il y en a d'autres qui décident, après tout, de revenir au cocon familial. Voilà. Dès lors, vous l'avez dit, la famille devient la cellule de base même de la société. C'est la seule cellule qui vaille. La famille que eux, ils n'ont pas. Exact. En Occident, ils n'ont plus de famille. Ils n'ont plus de comment on dit, morale sociale. Exact. C'est l'occidental qui voit son père vieillir. D'abord, il vit maritalement avec une amie. On dit c'est mon copain, c'est mon etc. Un concubin. Voilà, pour ne pas dire. Voilà. Mais le père vieillissant dérange. Il les empêche de vivre leur vie égoïste. Ils vont le jeter dans un hospice. Et pire, c'est pas eux qui payent. C'est avec la pension du vieux qu'on paye ce séjour. Exact. En Occident, chez nous, ça ne peut pas exister, impossible. Nous gardons nos vieilles gens à la maison jusqu'à leur dernier souffle. Mais ça, c'est une valeur, malheureusement, qu'on est en train de perdre.
Alors, nous, c'est presque la fin de l'émission. Dans de telles situations, on réfléchit également sur des possibilités de solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer, en tout cas essayer de raisonner toute la hiérarchie sociale pour qu'on puisse comprendre qu'après tout, on peut s'en sortir. Redéfinir les paradigmes de l'éducation. Mais c'est un choix qu'il faut faire. Par quel bout prendre cette éducation-là? Faut-il qu'elle soit au départ spirituelle ou purement intellectuelle? C'est là la question. Quand le garçon, il émigre, j'ai dit quelque part qu'on ne peut pas être prince dans un pays qui n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, nous voyons néanmoins une certaine redéfinition des références. Voilà. Les jeunes aujourd'hui, en tout cas, il y en a certains qui de plus en plus retournent à la source, c'est-à-dire comprennent que chez eux, chez soi, il y a des références qui représentent leur culture, qui représentent leur ADN, qui représentent leur identité. Parce qu'après tout, tout est à la... L'homme n'est qu'un être à la quête de son ADN, de son identité, de ce qu'il est, de ce qu'il peut être. Est-ce qu'en réalité, après tout, après avoir fait le tour du monde, ils ne reviennent pas chez eux pour retrouver ce qu'ils ont tant cherché? Il y en a qui cherchent à revenir. Un chanteur l'a dit, Djom moi tax dellu si. Mais malheureusement, tu as honte de revenir les mains vides. Et c'est ça le drame de cette jeune génération-là. Ils arrivent là-bas, ils galèrent, ils n'osent plus rentrer sans rien. Parce qu'il y a certains qui sont rentrés épisodiquement, qui ramènent des centaines de millions, sans se poser la question de savoir comment ces gens-là ont acquis ces millions-là. Personne ne se pose la question. Comment ils ont fait? Ils ramènent des millions, ils se font construire des villas, etc. Et personne ne se pose plus la question. Exact. Ça pose un problème moral. Ici, on ne se pose pas la question du gain. Le gain, il est là. Il sert à tout le monde, il sert à la société, ça s'arrête là. Alors que spirituellement, ce n'est pas du tout ça. Redéfinir cette formule de l'éducation, c'est revenir à l'éducation de base même. Et qui ne concerne pas seulement la jeune génération, mais même les adultes. Exact. Même les adultes doivent être rééduqués. Les références que nous avons ici peuvent servir de repère à la redéfinition des paradigmes sociaux qui doivent servir à tout le monde. À tout le monde, je dis bien. Ndongo Fall Derisso, on me signale que c'est la fin de l'émission. Un plaisir d'avoir échangé avec vous. C'est moi qui vous remercie. J'étais heureux de vous rencontrer. Madame, Monsieur, chers internautes, chers téléspectateurs, vous l'avez suivi. Ce livre vient de paraître aux éditions L'Harmattan Sénégal. Vous pouvez aller vous le procurer, mais également vous pouvez l'avoir à travers les sites en ligne que Harmattan Sénégal vous proposera, notamment sur Amazon, mais également sur le site de l'Harmattan Sénégal. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.